Bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous retrouver à la Philharmonie de Paris dans une salle de répétition pour 300 millions de critiques. Avec mes camarades, nous allons passer en revue, comme chaque semaine, évidemment l'essentiel de l'actualité francophone. Avec quelqu'un que vous connaissez par cœur et que vous aimez, Estelle Martin de TV5 Monde, Michel Serruti de la radio-télévision suisse, je vous salue tous les deux. Hello Guillaume. Sylvestre Desfontaines de la RTBF, Mathieu Dugal donc de Radio-Canada et Laura Tenucci de France Télévisions. Ma chère Laura, nous allons commencer par votre instantané. Alors, c'est cette photo de Notre-Dame revisitée, puisqu'on le sait, Notre-Dame inspire et les studios de design rivalisent d'imagination. Là, c'est un studio de design parisien qui a imaginé sur le toit de Notre-Dame une serre éducative et où la flèche servirait de ruche aux abeilles. Voilà, donc ça m'a plu. J'ai trouvé ça très imaginatif. Je trouve que très bien, oui. Je suis légèrement consterné, mais je trouve ça très bien. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que Notre-Dame évolue. Vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi pas un cours de tennis aussi au-dessus. Mathieu. Je vous propose une photo très belle d'une comédienne et activiste trans. Elle s'appelle Pascale Le Drevillon et elle fait partie de la nouvelle édition d'un festival vraiment très couru de théâtre et de danse à Montréal, qui est le FTA. Donc, elle présente un spectacle où elle met en scène justement son rapport très difficile avec la notion de genre, et que ça s'appelle d'ailleurs Gender Fucker. Et elle est une comédienne magnifique et je vous invite à la découvrir. La photo, d'ailleurs, rappelle beaucoup les maîtres flamands du portrait avec le clair-obscur. C'est vraiment magnifique. Donc, une comédienne à découvrir. Ça vous a plu, Sylvestre? En hommage à la magnifique robe wax d'Estelle, un festival qui s'appelle Sans Visa. C'est un festival qui passe par la Belgique, par la France, Nantes, Lille, Paris. C'est un festival 100% humoriste africain avec des gens qui viennent notamment du Gabon, du Niger ou de Côte d'Ivoire, l'humour africain qui a le vent en poupe en ce moment. Michel. Une photo tirée de la nouvelle expo du musée d'ethnographie de Genève. Ça s'intitule La fabrique des contes. On voit ici une photo de Jonathan Watts qui représente eh bien, le petit chaperon rouge, l'occasion de se replonger dans ces histoires que l'on connaît, mais aussi et surtout bien, les différentes interprétations qu'on peut en avoir donc, de ces contes. Estelle. Alors moi je reste au Sénégal pour cette émission, donc avec cette magnifique jupe d'une créatrice sénégalaise de Saint-Louis, où j'ai pris ce cliché. On y voit une femme signard. En fait, les signards, c'était des femmes noires, métisses, qui se mariaient avec des colons. Elles avaient un statut à part. Et vous pouvez le voir au musée de la photographie de Saint-Louis, le MUFO. Voilà, je vais d'ailleurs faire plaisir à Michel, je suis un grand amateur de jazz, grand ami de la France, Miles Davis. Il y a pile 60 ans, se terminait l'enregistrement de Kind of Blue, donc le célèbre disque de Miles Davis, avec John Coltrane, Cannonball Adderley et toute une bande. Et c'est une rupture, nous sommes à la Philharmonie et nous sommes ravis d'y être parce que c'est au moment où, en plein bebop, ils ont décidé de passer à la musique modale, ce qui a créé une véritable révolution, non seulement dans le monde du jazz, mais dans toute la musique qui a suivi. C'était il y a pile 60 ans. Le sommaire, le voici. Quel amateur d'art n'a pas rêvé de passer la nuit enfermé dans un musée? C'est ce qu'a fait la romancière Lydie Salver face à l'homme qui marche de Giacometti. Un livre raconte cette expérience et nous l'avons lu. Son album Sainte-Victoire est sorti il y a 1 an maintenant et elle n'en finit pas de faire des vagues sur scène. Clara Luciani est au centre d'un de nos débats. Quand des salles de cinéma s'équipèrent de Love Seats, signé du designer Martin Zekeli, des sièges où l'on peut se blottir tendrement dans les bras de son partenaire, cela prêta à sourire. Désormais, les exploitants rivalisent d'imagination pour proposer le petit plus qui fera la différence. Nous évoquerons cette surenchère pour attirer les amoureux du 7e art. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Quel amateur d'art n'a pas rêvé de passer la nuit enfermé dans un musée, mieux encore de la passer avec une œuvre qui le fascine? Eh bien, c'est ce qu'a fait la romancière Lydie Salver, qui a eu le prix Goncourt en 2014, que vous connaissez, et qui a passé la nuit enfermée au musée Picasso face à l'homme qui marche de Giacometti sur la proposition de son éditeur pour une collection intitulée Ma nuit au musée. Marchez jusqu'au soir, c'est très joli cette couverture. Qui a pensé quoi de ce livre, Estelle? J'ai beaucoup aimé le livre parce que c'est un rêve, c'est vrai, de passer une nuit au musée et le rêve se transforme en cauchemar. Et Lydie Salver le raconte bien, c'est-à-dire qu'en plus elle avait envie de cette rencontre, elle l'a rêvé avec l'homme qui marche de Giacometti, car c'est aussi une biographie un peu déguisée, en tout cas extrêmement savoureuse de Giacometti, et ça marche pas. Et elle aimerait avoir une connexion avec l'œuvre d'art et elle nous explique qu'en fait ce livre c'est au début un échec et après ça permet aussi de parler du rapport à l'art. Elle qui vient d'une famille modeste, une famille d'immigrés espagnols.
pourquoi on parlait de la démocratisation de l'art avec l'opéra lyrique, pourquoi certains n'y ont pas accès. Et je trouve qu'elle met des mots justes sur comment on peut se sentir mal à l'aise dans un musée, parce que on a l'impression que c'est pas pour vous, parce que vous venez d'un milieu modeste, et moi qui viens d'un milieu qui n'est pas non plus, qui vient d'un milieu modeste, je comprends ce genre de questions et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pertinent et touchant. Voilà, ça ne vous étonnera pas si j'ai trouvé ça absolument absurde. Non, mais c'est pourquoi aller se faire enfermer dans un truc qu'on déteste, pourquoi Mais moi elle ne savait pas. Ouais, je vous avoue très franchement que moi, j'y ai pas tellement cru, pour être franc. Enfin, voilà, dans ce bouquin, il y a un peu deux parties dans ce livre. La première partie, je la trouve un peu longuette parce qu'on a compris au bout de 100 pages qu'elle n'a pas envie d'être là, que ça l'énerve, que ça l'exaspère. Donc j'avoue que ça, au bout d'un moment, au bout de quelques pages, on a compris le truc. La deuxième partie, où elle parle plus de l'œuvre de Giacometti, du lien, où il y a quelque chose de plus universel et de plus... J'ai pas dit que c'est pas intéressant, hein, je voulais préciser. Voilà, je pense que je suis en train de dire non plus, mais la deuxième partie, effectivement, où elle parle un peu plus de Giacometti, de son rapport à l'art, voilà, là, je trouve que véritablement, on rentre dans une matière qui est intéressante, et qui est instructive, et qui est bien écrite. La première partie, pourquoi je vous dis j'y ai pas cru, parce que d'une part, je pense que Lydie Salver a quand même une connaissance... voilà, la description qu'elle fait de l'homme qui marche dans les premières pages montre qu'elle connaît son sujet, donc ça, il n'y a aucun doute. Donc après qu'elle s'enferme dans ce musée, en attendant que quelque chose se passe... Enfin, je veux dire, l'art, c'est pas comme ça que ça marche. Mais revenu à l'esprit un haïku célèbre d'un poète japonais qui s'appelle Santoka, qui dit « Rien de plus facile à dire, ni de plus difficile à faire que de lâcher prise ». Vous n'allez pas dans un musée en se disant « Maintenant, je me mets devant Giacometti, puis j'attends qu'un truc se passe, que le beau m'envahisse ». C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas pour moi. Donc, j'ai pas vraiment cru au présupposé de départ, même s'il est nécessaire pour la suite du bouquin dont on parlera certainement après. D'un autre côté, elle a quand même l'honnêteté de dire que pour qu'une chose soit belle, il faut la regarder longtemps. Elle cite Flaubert, donc elle a vraiment... Il y a des citations quand même où la beauté est une flèche lente, la fameuse phrase de Nietzsche. Donc il y a des espèces de fulgurances comme ça dans ce livre. Il se fait que le hasard a voulu que je lise le premier tome, si on veut, de cette collection. C'est Kamel Daoud, donc, qui a été le premier à s'immerger dans le musée Picasso. Et je l'avais lu avant qu'on nous demande de lire celui-là. Et je pense que les deux livres sont indissociables et que les deux se répondent. Lui, il est algérien, on l'enferme dans ce musée, il a cette espèce d'énorme fantasme de la culture française et de Picasso, l'art pictural, etc. Et il déroule pendant 200 pages, j'allais dire presque vide de sens, une littérature, une prose absolument incroyable. Ce livre est dingue. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi fulgurant. À côté de ça, il y a Lydie Salver, qui a une langue ultra brutale, ultra parlée, brute de décoffrage, qui, elle, effectivement, et c'est toujours très intéressant, ce titre-là, d'avoir un point de référence avec les autres éléments qui bougent. En d'autres termes, c'est le même musée, mais on a d'un côté une fille d'immigrés italienne et de l'autre un Algérien, qui ont une vision... Espagnol, pardon. Et qui ont une vision, évidemment, de la culture qui est différente selon l'éducation qu'ils ont reçue. Et ça se ressent très fort dans leur langue, dans leur approche. Et donc, d'un côté, on a quelque chose de très factuel qui parle effectivement d'elle-même, qui parle du rapport à l'art, de son chien, voilà, son chien, des classes sociales, etc. Très, j'allais dire, très terre à terre au sens noble du terme. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose de complètement aérien. Et je pense, à mon sens, que ces deux livres doivent être lus ensemble pour vraiment. C'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Mais l'un après l'autre, mon cher Guillaume. Dans un ordre ou dans un autre. Une page de chaque. Non, mais c'est vraiment... Avec un stratégisme divergent, ça peut fonctionner. On est d'accord, mais c'est vraiment... C'est pour insister sur l'aspect absurde que je développerai tout à l'heure. D'ailleurs, l'autre lien qu'on peut faire avec Caoud, c'est lorsqu'elle a remporté le Goncourt en 2014, Caoud faisait partie des... oui, exactement. Kamel Daoud, pardon. Faisait partie des finalistes. C'est le jet lag. Hein. C'est pas grave, c'était comme ça, une contraction de Kamel. Après 6000 bornes, il y a des mots qui... Il y a des mots qui s'entrechoquent. Mais en fait, ça fait longtemps que Lydie Salver s'intéresse à ces questions-là, traite de ces questions-là, c'est-à-dire, d'un point de vue, Bourdieu parlait du capital culturel, le capital symbolique, justement, qui est souvent aussi important que la richesse pour, justement, se démarquer socialement. Et elle en parlait dans Pas pleurer, elle en a parlé dans Tout homme est une nuit, hein, avec donc cet immigré qui s'émancipe par la maîtrise du français. Et d'ailleurs, parlant de Bourdieu, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très bourdieusien dans ce livre-là, parce que vous savez que son premier essai, Bourdieu, traitait précisément de cette question-là, l'amour de l'art, en 65-6. Et il a terminé sa vie en écrivant sur Manet des séminaires entiers. Ouais, et donc, cette question-là de...
Est-ce qu'on est obligé de ressentir quelque chose face à ces œuvres-là? Et oui, je suis d'accord avec Michel que c'est un livre qui est un peu longuet et qui se perd un peu dans son propos, mais la question fondamentale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a accès à un certain type de culture, comment est-ce qu'on peut se sentir légitimement touché ou pas par des œuvres, et comment justement se sentir légitimé de dire cette œuvre-là ne me parle pas du tout, et ce n'est pas parce que je manque de ce capital culturel. Mais Pardon? Sauf qu'elle lui parle, cette œuvre. C'est ça qui est... Oui. Quand même. Mais c'est une introspection. En passant la nuit, c'est sa propre introspection. Et elle fait référence à ce fameux dîner auquel elle a assisté, où on l'a traité de... On a dit d'elle qu'elle avait l'air modeste. Et elle critique tout ce dîner mondain où les gens sont en train de descendre à un prix littéraire en disant qu'ils trouvent le bouquin absolument nul. Et elle se questionne qui a le droit de critiquer quoi et pourquoi. Et donc, c'est son introspection. Alors, effectivement, elle parle de Giacometti, mais elle parle aussi de ses parents, de son père qui avait l'air d'être un terroriste, quoi. C'est quand on voit l'éducation qu'elle a eue de sa maman, et je trouve que même si c'est décousu, parce que c'est quand même relativement décousu, il y a des petites choses à prendre et ça donne envie de passer la nuit au musée. Et vous savez que récemment... Ça c'est sûr. Ça Belle Fégor. Non, mais en tout cas, ça donne envie. Et récemment, il y a un site Internet. Si vous voulez passer la nuit au musée, c'est possible. Et récemment, il y a un site Internet qui a proposé de passer la nuit avec la Joconde. Et ils ont été des milliers à répondre oui. Et il y a un couple qui a été sélectionné, qui a passé la nuit il y a 2 semaines devant la Joconde. C'est une expérience assez dingue, parce que nous-mêmes, on le fait parfois, parce qu'on visite... Mais non, mais nous, il nous arrive de visiter alors que le musée est fermé. Évidemment, pas la nuit. Et c'est vraiment une expérience. Moi, je l'ai fait pour une expo Picasso. C'est absolument incroyable. On a l'impression qu'il est là, quelque part. Après, ce qui est amusant, c'est que vous parlez de la Joconde. Là, il y a beaucoup de reportages, puisqu'on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et il y a beaucoup de touristes qui sont un peu déçus, parce qu'ils attendaient à la... Alors, il y en a qui ont une révélation en voyant, mais après, ils se disent, elle est un peu petite, puis on l'a vu un peu loin. Non, mais ça pose des tas de questions par rapport au comment on perçoit. Oui, puis mais aussi la question, moi j'aime beaucoup la question qu'elle pose, c'est de cette espèce de... en fait, la mise en scène de l'art, et d'ailleurs, elle se débat avec ça dans la première partie du livre, il y a une mise en scène, il y a une manière de présenter ça où on oblige un peu d'une certaine manière les gens à dire, bon, vous devez ressentir. Ça, c'est encore... Alors, ça, je trouve vraiment... Enfin, je sais pas, Guillaume voulait nous parler d'absurde, où je prends la parole. Enfin, Guillaume, pourquoi absurde, d'abord? Ce qui est de mauvaise foi dans cette affaire-là, c'est qu'à un moment, par exemple, à la fin du livre, elle dit toute son admiration pour Absalom de William Faulkner. Or, si vous êtes né à Aubervilliers, L'homme qui marche de Giacometti, c'est exactement l'équivalent d'Absalom de Faulkner. Donc, en fait, le problème, c'est la question d'un pays qui, fondamentalement, est axé sur la littérature, la France, et qui a toujours eu un problème avec l'art de son époque. Et là, elle transforme ça en problème social. Mais c'est pas du tout un problème social. C'est un problème qu'elle a, elle, dans la tête. Elle passe par le biais d'un dîner mondain. C'est en ça que je trouve cette affaire-là complètement absurde. Parce que, si vous voulez, il y a autant de difficultés à approcher une grande partie de la littérature mondiale que d'approcher L'homme qui marche de Giacometti. Ce qui est intéressant... et ce qui est à mon avis décevant, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Ce qui est décevant, c'est que ça sent à plein nez le bouquin de commande. On lui a dit, Lydie, prix Goncourt, etc., va faire un tour au musée. Elle l'assume. Mais d'accord, mais, mais si elle voulait pas aller voir L'homme qui marche, elle avait qu'à aller au cirque ou s'enfermer en regardant en boucle Le dictateur de Chaplin. Mais si, parce que je vois bien... Le problème fondamental, c'est là où je vais me mettre à la limite en colère, c'est qu'à chaque fois qu'il est question d'art, on pose la question sociale. Et à chaque fois qu'il est question de littérature, on ne pose pas la question sociale. Mais Mallarmé, c'est beaucoup plus compliqué que Giacometti. Même les principaux poèmes de Rimbaud, c'est beaucoup plus compliqué que Giacometti. Or, personne ne dira Rimbaud, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais parce que Rimbaud, il marche de Giacometti, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus simple. Vas-y, Mathieu. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que dans l'œuvre de Giacometti, puisqu'il a beaucoup... Ici, il a beaucoup vu Michel Leiris, le patron du musée de l'homme de l'époque. Il a beaucoup vu Carl Bernstein, qui a écrit le livre essentiel sur la sculpture africaine, ce qu'on a beaucoup vu en Afrique. Donc, Giacometti, il vient aussi de cette culture-là, qui est une culture que Lydie Salvert doit trouver géniale. Elle me dit qu'il est modeste et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment le problème de la légitimité et aussi de la façon dont l'art est effectivement montré. Maintenant, le musée Guimet, juste cet exemple-là, le musée Guimet, par exemple, alors ça va vous faire rire, hein, mais c'est qu'il pense que
maintenant, il faut arrêter de tout se projeter dans l'histoire de l'art, d'essayer de tout comprendre à l'œuvre, mais aussi de la ressentir, de la regarder, de presque pas de la toucher, parce qu'on n'a pas le Tout le monde droit. est d'accord, pourquoi vous allez au musée? Non, mais parce qu'ils font du yoga. Voilà, il y a une histoire. Voilà. Et ils font ça. À bientôt. Mais non, mais pour qu'il y ait une autre non, mais bien perception sûr. de l'art, Mais on s'en va juste pourquoi à pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi Mais on n'a Non, rien mais- contre ça. Mais non, mais en fait... Mais d'accord, mais est-ce que vrai. tu fais du yoga quand tu lis Salammbô de Flaubert? Mais c'est pas possible, parce que c'est... Non, mais Il y a un guide, truc, alors. je te jure, parce que je connais ce sujet par cœur. Il y a un truc qui est non dit en France, c'est qu'il y a toujours le problème de l'art. Toujours le problème de l'art. L'art, c'est l'argent, l'art, c'est les mondains, et c'est pas accessible à tout le monde. Après, je suis pas tout à C'est fait d'accord. complètement faux. On est ici à la Philharmonie, on a vu des enfants qui Mais jouaient. oui. Donc combien? Non, mais après, Non, mais- il y a quand même. Je trouve qu'il y a quand même une volonté. Alors je dis pas que c'est pas le cas en Belgique, ni en Suisse ou ailleurs, mais il y a Non, mais quand même une je lis. Mais vu de l'extérieur en Non, mais- France, on se dit, waouh, il y a quand même tellement paradoxe. d'argent Je peux qui est lire un investi petit dans truc, la Michel, démocratisation de la regarde. Vas-y, culture. Curieusement, elle sort, et curieusement, et comme si l'élucidation des causes de l'angoisse qui m'avait paralysé lors de ma fameuse nuit donnait soudain du prix aux choses les plus simples et les plus familières, flâner, simplement flâner dans les rues du 20e, évidemment le 20e, boire un café serré à la terrasse du Colibri, enfin c'est n'importe quoi. Non, puis même, Je Guillaume, veux dire, à si ce on veut moment-là, être- il faut arrêter Mais je suis Ulysse de d'accord. Joyce, il faut arrêter toute la Non, mais je crois pas que je propose. Hein. Moi, ce que Elle a qu'à rester au Alors, Colibri. Mais on est d'accord sur quelque chose, mais même sans ça, Ça c'est-à-dire me dans rend les hystérique. toutes premières pages du livre, je me rappelle plus laquelle c'est, mais vraiment dans les premières pages du livre, elle décode complètement l'homme qui marche. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a compris l'œuvre, elle sait ce à quoi elle s'attend. Moi, j'avais elle jamais lu connaît une cette description œuvre. comme ça. Je me suis dit. Donc moi, j'arrive Ah, mais pas à c'est une croire. femme intelligente qui a énormément de mais talent. c'est- hein. oui, Mais mais du coup, moi, c'est pas ça que je suis en train je de- n'arrive pas ensuite à croire. Mais là, on est pendant la toutes les question. pages qui suivent, On est à la qu'elle- question de la commande et de la reconstruction. puisse pas, Parce qu'on se dit, si elle est capable d'une telle fulgurance, Mais elle bien ne peut sûr. pas dire juste derrière. C'est ça. Je comprends rien. C'est quoi. ça, c'est ça. Oui, mais Non, c'est- elle dit c'est pas une qu'elle posture. comprend rien. Elle ressent rien. Elle est dans un truc. Mais non, mais vous savez, vous avez par exemple une grande partie des intellectuels français, de Claude Lévi-Strauss à d'autres aujourd'hui, qui ont théorisé leur refus de l'art de l'époque. Parce qu'il y a une concurrence entre la littérature et la philosophie. Une grande partie des gens dont elle parle, l'homme qui marche dans 300 ans, tout le monde y pensera. Lydie Salver dans 300 ans, zboob. Donc, si Ah, vous on voulez. sait pas. Mais non, mais il y a une concurrence implicite qui n'est pas dite. Regardez les grands écrivains. Jean-Paul Sartre s'est intéressé à l'art. Évidemment, il a écrit des pages extraordinaires. Foucault s'est intéressé aux Minimes de Velázquez. Apollinaire a écrit Critique d'art. Une grande partie des surréalistes sont intéressés là-dedans. Et il y a une partie de la culture française, ce qui n'est pas son cas, parce que c'est assez malin son truc, mais qui est allergique. Mais ça pose parce la- qu'ils viennent du Mais réalisme. ça pose la question alors de la hiérarchie consciente ou pas, Moi, ou je- projetée ou pas des différentes formes d'art. Comment? Ça pose cette question-là. Mais non, Alors, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie parfaitement entre les le droit, différentes on n'est formes pas d'art du tout obligé, quand on regarde Les Demoiselles d'Avignon, d'ingurgiter une histoire de l'art de Gombrich. C'est juste une certaine forme d'allergie, et c'est par hasard si elle parle du petit café du coin, du 20e arrondissement, du dîner des mondains, etc. Moi, il y a je pense que il y a c'est- quelque chose qui n'est pas honnêtement dit. Alors peut-être, alors moi je n'ai pas vu ça, je Ça suis, que je suis très terre à terre. Moi je vais vous citer une anecdote qui est peut-être pas fortement, peut-être très intéressante, mais je suis allée au musée d'Orsay, mon fils avait 5 ans à l'époque, et il courait dans le musée, et j'étais toute à genre, ah non, je veux pas courir dans le musée d'Orsay, tu te rends pas compte? Et il y a une conservatrice qui m'a dit, c'est pas grave, il faut que les gosses soient là, et même elle avait l'air de me dire, il faut qu'ils vivent dans le... bien Oui, sûr. mais c'est pas ce C'est qui se qu'à part passe dans l'espace, les musées, ouais. c'est pas ce qui se passe dans les musées, quand on C'est arrive pas dans un vrai. musée, il faut qu'on C'est encore regarde. une idée à la con, pardonne-moi, tu veux que je te donne un exemple? Ben non, mais c'est à la vrai. Il rétrospective faut que ça change. Bacon, à Londres, à la tête britaine, ils avaient installé l'équipe junior d'athlétisme pendant que les gens faisaient la queue pour les distraire. C'est-à-dire que tu faisais la queue pour aller voir la rétrospective Bacon, et toutes les 40 secondes, il y avait l'équipe de junior d'athlétisme anglaise qui courait le 100 mètres. C'était d'ailleurs extraordinaire comme truc. Ils se disaient, les gens s'emmerdent dans la queue est tellement grande qu'on va leur faire un truc, et on voyait des types, évidemment, qui avaient 20 ans, ou des filles absolument magnifiques courir. Donc c'est encore une idée toute faite. Non, je pense que c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas justement d'être trop dans l'espèce d'admiration Ah bah oui, et qu'il oui, faut ça. découvrir. Et qu'il faut... Ah, moi, j'ai vu ça comme une déclaration d'amour à l'art, et même à Giacometti en premier, à Picasso. Oui, mais quand même. elle prend On des termine, détours. Michel, dernier mot. Je trouve qu'elle prend des détours pour son explication qui, moi, m'ont pas convaincu parce que ça me paraît presque paradoxal dans la manière dont elle s'y emploie. Voilà. Deuxième sujet, est-ce qu'on va se faire enfermer avec Clara Luciani? Son album Sainte Victoire est sorti il y a 1 an maintenant, et elle n'en finit pas de faire des vagues dans le bon sens du terme sur scène. C'est d'ailleurs dans cette catégorie révélation scène que Clara Luciani donc a reçu une victoire de la musique cette année. Nous discuterons du succès de cette jeune chanteuse juste après un extrait de son clip intitulé Nu. Je
pousse-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. En pleureuse italienne, ou en mon bon petit soldat, comment tu me préfères? En héroïne ou en blessé de guerre? Cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. Alors, comment expliquer le succès de Clara Luciani? D'abord, on va passer par Internet. Alors, Sur Internet, c'est un phénomène. On l'adore et on explique son succès. Alors déjà, elle fait beaucoup parler d'elle récemment sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait partie d'un manifeste avec d'autres jeunes femmes de la chanson française qui ont envie que les langues se délient concernant l'attitude de certains producteurs et de certains messieurs qui ne se sont pas toujours bien conduits. Et donc, elle est assez engagée. Et puis, quand on écoute son album Indépendamment de la Grenade qui tourne en boucle dans la tête d'Estelle Martin depuis le début depuis qu'elle l'a écouté, c'est un vrai succès. Et c'est vrai que quand vous allez regarder un peu plus loin les paroles, on a parlé ici d'Eddie de Pretto il n'y a pas longtemps avec Mon Kid. Et il y a le pendant de cette chanson sur l'album de Clara Luciani qui s'appelle Drôle d'époque, où elle explique que pour elle, c'est compliqué d'être une femme de son époque, qu'elle n'a pas forcément les épaules, qu'elle est un peu garçon manqué. Et je trouve intéressant de voir le pendant au féminin de cette artiste qui plaît énormément, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qui m'a plu. et même aux enfants, dans la famille Technologie. Ah oui, même aux enfants. Ma fille de 2 ans danse sur la grenade. Mathieu. Ben moi, je l'ai découverte parce que Pierre Lapointe est devenu très, très ami avec. Et l'an dernier, d'ailleurs, était de passage aux Francopholies à Montréal. Et je pense que il y a un univers quand même qui se ressemble. C'est pas pour rien qu'ils se sont reconnus. Il y a quelque chose aussi, je dirais, peut-être d'un peu intemporel dans le rapport à la chanson française qu'elle établit. D'ailleurs, elle avoue que son premier disque, en fait, le premier disque qu'elle s'est acheté, et elle vient pas d'un milieu musical, elle vient pas d'un milieu culturel très branchouille, elle vient donc du sud de la France. Elle vient de Martigues. Ouais, c'est ça. Donc, Sainte-Victoire, d'ailleurs, en référence à la Mais montagne. c'est pas une élève du conservatoire comme Jeanne Haddad, par exemple. Non, pas du tout. Et néanmoins, elle se revendique d'une grande tradition française parce qu'elle révélait en entrevue que son premier disque, c'était une compile de Michel Legrand. Et donc, il y a un peu de ça dans sa musique. Le fait aussi qu'elle est très copine avec Pierre Lapointe, a contribué à la faire connaître au Québec. Mais en même temps, c'est sûr que c'est un bon disque, c'est bien fait. Est-ce que ça va traverser le temps? Est-ce que ça va être un essai qui sera transformé par la suite? Ça reste à voir. Mais néanmoins, c'est bien fait pour quelqu'un dont c'est le premier disque. Mais en même temps, moi, je me pose des questions. Doute. Moi, je me pose des questions sur la... Son duo avec Pierre Lapointe est bien. C'est bien. Ils ont chanté ensemble. Mais est-ce que c'est si nouveau par rapport à ce qu'on connaissait comme couleur à Pierre Lapointe? Moi, je suis très content que, justement, on puisse découvrir des chanteurs qui se réclament l'un de l'autre, qui tissent des ponts entre le Québec et la France. Mais moi, je me pose des questions, en tout cas, sur
la pérennité. Mais c'est quelqu'un qui est capable de faire plein de choses parce qu'elle jouait auparavant dans La Femme. Ouais, et La Femme qui est quand Et même donc, un c'était groupe, ouais. vraiment complètement déjanté. Et là, elle fait quelque chose de beaucoup plus classique. Ça montre, en tout cas, que sa palette de couleurs est quand même... Elle dit même qu'elle veut faire un duo avec Jul. Alors là, Et là, quand je même sais pas si variée. c'est des blagues ou pas, parce que là, j'arrive pas à la prendre au sérieux, mais bon. Sylvestre. Elle a 26 ans. Moi, je suis toujours admiratif de gens qui ont 26 ans et qui écrivent avec une telle maturité, même si le mot est parfois un peu galvaudé. Mais effectivement, je pense un peu à quelqu'un comme Françoise Hardy. Je trouve qu'elle est vraiment dans cette tradition d'écriture et même de manière de poser sa voix, de chanter, qui est proche de ce qu'elle a pu faire. Qui est très belle. Elle a un registre magnifique. Ce côté hein, très ouais. classe, ce côté parfois un peu détaché, etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Maintenant, effectivement, je rejoins Mathieu en disant ouais, peut-être que ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit en Belgique, mais... Pas qu'en Belgique. Je suis content de l'apprendre. mais oui, c'est très bien, c'est de très bonne facture, etc. Moi, personnellement, ça me touche pas. Je sais que j'ai plein d'amis et d'amis qui sont très touchés parce qu'elle Parce que tu es trop jeune, c'est pour ça. Voilà. Et d'où vient, pardonnez-moi parce qu'il a mis un doute, mais d'où vient le bémol? Puisque vous savez, Non, le bémol, c'est quand on se mais retrouve... il faut donner un nom à quelque chose. Le bémol, c'est en fait quand on se retrouve face à quelque chose qui a l'air aussi bien, aussi chouette, aussi en place, Aussi lisse. aussi on se demande. Je crois que c'est ça. Il y a pas Fatalement, on essaye d'y voir il y une a pas aspérité. Et Mais je trouve que l'aspérité, ça détonne un c'est la peu. pérennité. Parce qu'il y a beaucoup dans la pop française, il y a des voix un peu acidulées ou des voix un peu pas enfantines. Vous voyez ce style de voix. Et elle a une voix. vrai qu'elle a Elle a une voix. une belle voix assez grave où elle peut aller vraiment dans une tonalité. Et je trouve que sa voix, alors elle a déjà son physique qui la sert. Mais alors, ça, justement, on c'est bien, va j'avais pas pas en pensé à ça. mentir, mais la voix, moi je trouve que. Après, je trouve que Fishback, par exemple, est beaucoup plus originale. C'est un peu, elle aussi, elle a une voix très rauque, mais elle a un univers qui est plus singulier, plus original que Clara Luciani, qui est un peu plus, alors, mainstream, grand public, voilà, classique, ouais. classique, où je comprends que les gens adhèrent parce que c'est sympa, C'est une sorte de pop variété classique, c'est ouais. bien produit, c'est agréable, qu'il y a mais des- c'est pas très original. Il y a aussi C'est des gens qui vont être surpris par rapport à La Grenade. La Grenade, c'est un morceau hyper fort, tout le monde l'a entendu. Et puis, je trouve que l'album n'est pas nécessairement du même niveau que La Grenade. Il y a des morceaux qui sont très forts en termes d'écriture, mais en termes d'originalité d'interprétation, on ne retrouve presque ça que dans La Grenade. Mais c'est- Michel. Je vous avoue que je m'inquiétais un peu pour ce débat parce que honnêtement, j'ai écouté l'album et puis j'ai pas écrit grand-chose et j'étais là, je me tournais un petit peu en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur cette jeune femme parce que j'ai pas grand-chose à dire. Donc c'est bien que je termine entre guillemets, ça m'a donné des idées et je crois que ce qu'Estelle disait, non mais c'est ce qu'Estelle disait qui pour moi réveille le plus quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu lisse. En même temps, elle a 26 ans, elle commence, voilà, c'est propre, c'est en ordre, mais en même temps, voilà, il y a rien d'extraordinaire, c'est bien, voilà. Et peut-être que le bout de déception qu'on a, ou le doute qu'on a, que j'ai pu avoir, ou comme Mathieu peut avoir, c'est que justement, il y a une voix. Alors ça, il n'y a aucun doute, elle a vraiment une voix avec une tessiture, ça, il n'y a aucun doute. En même temps, il y a un physique, il y a une femme qui, voilà, qui le dit, on lit dans tous les articles, qui fait 1m82, voilà, qui est grande, qui a... Et puis on a ce disque qui finalement est, voilà, qui met pas complètement en valeur peut-être le potentiel de sa voix. On a l'impression qu'on a quelqu'un qui est grand, qui est fort, puis non, on a une sorte de petit répertoire dans le disque. Alors en même temps, c'est pas grave parce qu'elle débute, elle a 26 ans, on va pas lui demander d'avoir peut-être la maturité de quelqu'un de 40. Mais c'est ce qu'on pourrait lui souhaiter, c'est-à-dire que tout d'un coup, avec la voix qu'elle a, Mais elle avec a le du physique potentiel. qu'elle a, mais que ce potentiel soit réalisé, je sais pas par qui. Et puis elle a eu la révélation scénique. Et c'est vrai que la femme, le groupe La Femme est quand même très connu pour ses prestations scéniques. Je ne sais pas si vous les avez vues sur scène, c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que là, elle a aussi une carte à jouer. Elle a été est-ce qu'on prise sous l'aile compare effectivement de ça, de Biolay, hein, de Benjamin Biolay. Ouais. Elle a été adoubée par Benjamin Biolay. Moi, j'aimerais l'entendre dans un répertoire, dans quelque chose qui soit un peu plus Rap. voilà, qui est un c'est ça, peu plus, voilà, il un faudrait petit que peu la avec un peu plus production- d'âpreté. Et je pense qu'elle pourrait le Je pense que faire. je pense Là, que c'est un c'est problème de sympathique, production. mais il manque un petit peu de. Il y a sa reprise de Métronomie qui Clara. est sympa. Ouais. J'aime bien la Non, mais c'était un la- premier la- Encore une fois, c'est une Mais reprise. c'est ça, c'est un premier album. Et c'est pas du tout un mauvais album. Alors qu'on se comprend Non, bien, c'est pas personne un n'a dit mauvais ça. album. C'est juste qu'on a l'impression effectivement qu'il y a peut-être quelque chose en plus qu'elle pourrait mettre en place, réaliser. Et puis on aimerait entendre ça parce qu'il Avec semble du qu'il y a le niveau de La potentiel. Grenade. Mais on Je l'a trouve pas c'est- vraiment. Voilà. Donc c'est prometteur, mais c'est pas abouti. Je voulais simplement dire un mot dans ce domaine-là, justement. On ne peut pas attendre par génération Ah, qu'il y ait d'accord. des dizaines d'artistes qui tout d'un coup se lèvent C'est le vrai, matin c'est vrai. en se disant « je suis un génie absolu ». Ils font des bons disques, voilà. Comme il y a plein de gens qui écrivent des livres, et Clara Luciani, avec le talent qu'elle a. Alors peut-être que la rédemption par la scène peut exister, parce que ça aussi, c'est un truc qui muscle à la fois le répertoire, les rencontres. On parlait de Pierre Lapointe tout à l'heure. Et donc elle peut peut-être changer de dimension. Et c'est vrai pour elle, comme pour beaucoup d'autres
d'autres de la scène francophone. Nous allons parler maintenant, puisque nous sommes à la Philharmonie et nous sommes dans le décor de cette salle magnifique, nous allons parler de l'Orchestre de Paris, dont nous accueillons maintenant la directrice Anne-Sophie Brandalise, donc qui nous rejoint. Anne-Sophie, bonjour. Je suis ravi nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet orchestre dont tout le monde connaît le nom, mais ne connaît pas toujours la réalité, Anne-Sophie? Alors, l'Orchestre de Paris, c'est un ensemble de 120 musiciens. Donc, c'est un collectif et en même temps, c'est 120 personnalités différentes. Et puis, c'est un chœur de 340 choristes amateurs, chœurs d'adultes, chœurs de jeunes et chœurs d'enfants. C'est un chœur qui se produit ici à la Philharmonie de Paris, environ 60 concerts par saison, et qui tourne beaucoup aussi à l'international. Voilà, mais il est intégré à la Philharmonie. Alors, c'était jusqu'au 1er janvier 2019 l'orchestre résident. Et aujourd'hui, c'est la même famille. On a rapproché les forces vives, on a rapproché nos projets, partagé nos ambitions, et nous formons maintenant un ensemble unique. Et les atouts de l'un et les atouts de l'autre se mutualisent et se regroupent pour faire non pas 2, mais 3 puissances 10. D'accord. Alors, question simple pour tous ceux qui aiment la musique classique. Est-ce que l'Orchestre de Paris fonctionne comme le Philharmonique de Berlin, l'Orchestre de Cleveland? Est-ce que c'est le même registre ou est-ce qu'il y a une énorme différence? Non, c'est le même registre. Les grandes pages du répertoire symphonique, notamment sur la prochaine saison 2019-2020. C'est aussi un orchestre qui se produit en formation de musique de chambre, qui a un directeur musical attitré. Qui est Daniel Harding, qui termine son mandat à la fin de la saison. Et puis, qui travaille aussi avec des chefs d'orchestre invités, notamment des très très grands noms l'année prochaine, Salonen, Valéry Gergiev, Tugan Sokiev, Don Hani, enfin voilà, les plus grands chefs seront aux côtés de l'orchestre la saison prochaine. Est-ce que la plupart des musiciens sont français? Parce que par exemple, je prends le Philharmonique de Berlin, c'est assez cosmopolite. Alors l'Orchestre de Paris, c'est assez français. C'est un orchestre qui se rajeunit, qui se féminise et qui recrute de plus en plus au niveau européen. Mais la base de l'orchestre, qui a 50 ans, qui a eu 50 ans l'année dernière, c'est plutôt un orchestre français. Féminisation, depuis que vous vous occupez justement de cet orchestre, c'est un des axes de la politique que vous menez. Alors, ça existait avant. C'est vrai qu'on est attentif à ce sujet-là. Enfin, moi, je crois beaucoup aux faits. Je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, des femmes à la direction d'orchestre ou à la direction d'opéra ou de grandes institutions culturelles, il y en a peu. Donc c'est aussi en nous mettant en situation qu'on éprouve nos compétences et nos talents. Et puis il y a la question des femmes chefs d'orchestre, qui est extrêmement importante pour un orchestre symphonique. Donc pourquoi ça se pose pour un orchestre? Enfin, ça se pose, je crois, comme dans tout milieu de pouvoir, tout milieu où les hommes se choisissent entre eux, se cooptent. Et les femmes chefs d'orchestre, derrière elles n'ont pas de modèle féminin, elles ont des modèles masculins. Donc pour les jeunes générations, il y a vraiment un travail de soutien. Ça durera peut-être pendant une période transitoire, mais pour les accompagner, les former, les mettre en situation. L'année prochaine, on a 5 femmes chefs d'orchestre, ce qui est absolument unique. On en a une cette saison, 5 l'année prochaine. Mais voilà, c'est une politique volontariste. Et puis, je pense que dans une génération, ça sera une question qu'on ne posera plus, j'espère. Alors, nous sommes avec Anne-Sophie Brandalise, donc, et nous parlons de cet orchestre de Paris. Question. J'en avais une petite. Tous les grands orchestres classiques, quand bien même ils évoluent avec les musiciens dans les années, ont un son, une caractéristique. Enfin, il y a quelque chose qui les différencie les uns des autres. Celui de Berlin n'est pas le même que celui de Vienne ou de celui de Cleveland, comme disait Guillaume tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise, s'il fallait caractériser celui de Paris? L'orchestre de Paris, c'est un son français, clairement, avec le répertoire symphonique de la musique française qui est de Berlioz à Debussy, répertoire fin 19e, 20e. Ça, c'est vraiment le son qu'on attend de l'orchestre en tournée. C'est un son très, très chaleureux, très clair. Dans la Philharmonie de Paris, qui a une acoustique extraordinaire, sont aussi des salles qui font progresser les orchestres. Donc c'est vraiment le répertoire aujourd'hui de l'Orchestre de Paris. Nous étions au Japon en décembre dernier, et c'est évidemment autour de Ravel, de Berlioz qu'on attend l'Orchestre de Paris. Ouais. Question. La féminisation, par défaut, maintenant les auditions se font à l'aveugle.
J'imagine que c'est une question qui ne se pose plus. La féminisation, elle se fait par défaut. Alors, les concours d'orchestre, c'est tout un protocole. C'est assez différent d'ailleurs d'un orchestre à l'autre. Et c'est vrai que l'Orchestre de Paris est assez regardé comme modèle pour faire progresser ces sujets-là. Nous venons de faire 4 concours de musiciens, contrebasse, trompette, basson, violon. Et on vient de recruter 4 jeunes femmes sur 5. Il y avait 2 postes en violon. Ça se fait à la compétence, ça se fait au savoir-être, au savoir-faire. Quand on recrute des solistes qui vont devoir diriger un pupitre, il y a une question de charisme, de leadership. Et donc là, les femmes, elles sont au même niveau que les hommes pour ce genre de Dernière sujet. question, Michel. Ouais, très rapidement. Les musiciens, comme au Philharmonique de Berlin, sont consultés, non? Ah, les musiciens sont au jury. C'est eux, ok. 12 membres de jury, 12 musiciens. Merci Anne-Sophie d'être venue donc ici même, d'ailleurs c'est chez vous. Et oui, à la maison. À la maison. C'est nous qui sommes invités. C'est quand même ça le paradoxe de cette émission. C'est très bien chez vous, hein. On est très content de revenir. Vous avez raison, l'acoustique est excellente. Dernier sujet, alors ça c'est un sujet vaste de réflexion, c'est l'avenir des salles de cinéma. On se souvient tous évidemment de la polémique avec Netflix l'année dernière au Festival de Cannes, quand les salles de cinéma MK2 en France s'équipèrent de Love Seats signés du designer, d'ailleurs très très bon, qui s'appelle Martin Zekeli, des sièges où l'on peut lever la coudoir pour se blottir tendrement dans les bras de son ou de sa partenaire, cela prêtait à sourire, mais désormais les exploitants de salles, devant la désertification des salles, rivalisent d'imagination pour proposer le petit plus qui fera la différence, comme le cinéma que vous allez découvrir dans ce sujet de TV5 Monde, juste avant que nous évoquions cette surenchère pour attirer les amoureux du 7e art. Regardez. En plein cœur des Batignolles, un tout nouveau cinéma de quartier vient d'ouvrir ses portes. Bienvenue au cinéma Les 7 Batignolles. Nous sommes ici dans un magnifique lieu de culture. Un espace de concert, de fêtes, de brunch. Ce jeune réalisateur est convaincu que le temps des multiplexes géants est terminé. Je pense que l'avenir, c'est des cinémas de quartier. Je pense que c'est clairement, en fait, les gens ont besoin de proximité, ont besoin de se retrouver dans des lieux à échelle humaine et proches de chez eux. Alors Jamel a trouvé la formule. Associé au grand groupe français Pathé et un autre familial de Perpignan, il propose du cinéma d'auteur dans des salles hyper modernes, notamment... La salle Sfera, donc c'est la première salle du cinéma, c'est une salle de 360 fauteuils et vous avez le meilleur du son et de l'image, voilà, pour faire simple, mais c'est le meilleur du son et de l'image au service du cinéma. Jamel propose également des films grand public dans des salles atypiques. C'est ma salle préférée. Regardez, hop. Donc quand vous êtes ici, vous vous jetez dans un Fat Boy pour regarder un film. On est quand même beaucoup mieux qu'à la maison. Un cinéma indépendant très différent de ses prédécesseurs historiques, qui n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Voilà, vous savez qu'il y a des difficultés pour les salles obscures classiques du cinéma. Donc, on parlait tout à l'heure de ces fameux sièges. C'est la société MK2 qui a donc demandé à Martin Zekeli de faire ça. Ces fameux sièges qui vous permettent d'une certaine manière d'aller se pelotonner avec votre voisin ou votre voisine pour aller au cinéma. Car effectivement, il y a toujours ce risque. Alors, c'est très paradoxal parce que globalement, les chiffres du cinéma en France sont plutôt bons, mais en même temps, il y a une telle concurrence des séries, de la VOD, de toutes les formes qui permettent de voir le cinéma autrement que ce que rêveraient les cahiers du cinéma il y a des années et des années, qu'on peut se demander effectivement, et c'est ce qu'on va faire pour cette dernière partie de l'émission, si à terme on va oublier le rêve Godard, quoi. Il considérait qu'on levait les yeux en regardant un film et on baissait les yeux quand on regardait la télévision. On a l'impression que tout ça est en train d'être tout à fait en danger. Sylvestre. Ben, c'est plus le cas, justement. Les gens ont des écrans de plus en plus grands, donc ils se baissent de moins en moins, ils regardent de manière de plus en plus droite. Chez soi, mais chez soi. Voilà. C'est très compliqué. Un abonnement à une plateforme très connue qui commence par un N, ça coûte en gros 8 €. Une place de cinéma en Belgique, ça frise les 12-15 €. On voit la différence. Et donc, effectivement, il y a aussi en Belgique les fameux Love Seats qui ont fait leur apparition. Il y a même des sièges pour s'asseoir à 3. C'était très ouvert déjà.
On est ouvert d'esprit. Mais et donc il y a un cinéma maintenant qui s'appelle le White à Bruxelles, dans lequel il y a ces fameux love seats. Les salles sont plus petites et ils vont jusqu'à vendre de la nourriture dont les papiers d'emballage ne font pas de bruit quand on les déchire. c'est bien. Oui, mais donc vous voyez jusqu'où ça va, jusqu'où la réflexion va. Donc il y a C'est vrai aussi en France avec EuropaCorp à Marseille. Enfin, il y a tout le monde s'y met. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas pour l'instant. Les chiffres sont pas très bons. De l'autre côté, il y a une autre structure qui se met en place. Ce sont des cinémas de type communautaire. Et donc, on en a un Kinographe qui vient de s'ouvrir à Bruxelles. Cinéma communautaire et éphémère, 300 places. Ce sont les gens du quartier qui décident de la programmation. Ouais. C'est une programmation presque télé à la demande. Genre Apocalypse Now va être projeté parce qu'il y a un anniversaire, etc. C'est pas bruxellois. Ceux-là, ils sont déjà programmés. Déjà, c'est assez curieux pour un anniversaire de projeter Apocalypse Now. Bon anniversaire, un petit coup de napalm. Non, mais voilà. Mais donc, il y a cette réflexion-là. La réflexion était la suivante, c'est de se dire, quand on va voir un film, on le regarde, et puis, hop, tout le monde est poussé vers la sortie, et tout le monde rentre chez soi. Là, le but, c'est que les gens décident de quoi ils vont regarder, et puis après, ils vont pouvoir en discuter, boire au bar qui se trouve dans le cinéma. Et donc, l'idée est assez bonne. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de proposer une alternative à quelque chose qui est très très fort, qui s'appelle le nesting. Et donc, c'est rester chez soi. Quand on doit faire pipi, pardon. Quand on a envie d'aller faire pipi, on met pause. On va au frigo si on veut. Ça ne coûte pas un bras, ça coûte 8 euros, etc. C'est très dur. Le film. Oui, ça coupe, mais c'est très difficile de lutter contre ce genre de choses. Donc, il faut trouver une raison pour que les gens puissent sortir. Et cette raison-là, c'est la socialisation, en fait. En fait, l'avenir du cinéma, en fait, l'avenir des salles de cinéma va obligatoirement passer par ça. Moi, j'ai vécu une expérience magique l'an dernier à Brooklyn. J'ai découvert le cinéma, le Nighthawk, qui est dans Williamsburg. Là, il y avait des sièges pour 7 personnes. Non, mais il y avait beaucoup plus. En fait, le cinéma est adossé à un bar et on commande durant le film. Alors, on met nos petits cartons et on nous livre ce qu'on veut. Et on a des petites tables cabaret qui sont partagées pour le pauvre Jean-Luc qui doit se... Donc même si le film n'est pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On passe un bon moment. Et surtout, cabaret, quoi. mais ce qui est chouette, c'est qu'on sent que ce cinéma-là est animé par des gens qui connaissent le cinéma parce qu'on a, par exemple, comme bande-annonce, en fait, avant les bandes-annonces, on a des espèces de petits films qui sont montés par des amateurs de cinéma. Alors, là, quand on était là, c'était une curation, donc, de scènes de combat dans le cinéma coréen, dans les transports en commun. Alors, on avait 5 minutes de ça. Après ça, il y avait des bandes-annonces. Et donc, les festivals vont de plus en plus remplacer ce qui était la fonction du cinéma auparavant quand ce ne sont pas des cinémas comme celui-là. C'est-à-dire que l'avenir, c'est la curation. C'est-à-dire, ce sera des festivals. On a, par exemple, à Montréal, il y a Fantasia, qui est un festival magnifique de cinéma, donc de science-fiction, d'horreur, cinéma de genre. On a le FNC, le festival de cinéma de documentaire. Et donc, les cinémas qui ne se mettront pas à cette page-là, l'expérience classique de cinéma, c'est terminé. Non, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, attendez, chacun son tour. Non, je suis pas d'accord, parce que justement, j'ai eu la chance de participer à une table ronde au CNC, donc le Centre national du cinéma à Paris. Et déjà, c'était pour le cinéma du monde. En fait, il y avait des gens qui venaient des cinéastes du monde qui étaient là, et ils étaient impressionnés du nombre de personnes qui vont encore au cinéma en France, qui est quand même déjà une bonne nouvelle. Oui, vous êtes une exception. On a presque 200 millions. Voilà, 200 millions, près de 6000 salles, et vraiment, il y a vraiment une appétence. Alors, en France, pour le cinéma, et même, je vais dire, classique, traditionnel, c'est vraiment pour voir un film. Et même, je suis allée en Normandie, il y avait un seul cinéma. Alors, malheureusement... Été en Normandie. Non, mais pour vous dire, Et au cinéma. le cinéma Art et d'essai, alors, a été pris d'assaut. Non, mais moi, j'étais surprise de... Alors, après, c'était malheureusement un blockbuster hollywoodien, on peut se le dire. Mais il y avait... En tout cas, je peux vous dire qu'il y avait peut-être tous les alentours qui étaient là, parce qu'il y a une séance. Alors, faut pas la rater, elle est à 21h. Non, mais pour dire que vraiment, on sent que, en tout cas, la jeune génération, ils étaient tous là. Ouais. J'ai cru qu'ils n'allaient jamais remplir le cinéma, parce qu'il y a une seule séance. Donc, il y a un vrai envie de cinéma, juste pour dire que le cinéma classique attire encore. Oui, c'est un c'est pas le cinéma classique, ça, justement. Mais pourquoi c'est pas classique? Alors, justement, parce que pour moi, ça, c'est pas le cinéma classique. Aujourd'hui, le cinéma classique, c'est 12 diffusions dans la journée. Enfin, 6 diffusions dans la journée. Le fait de faire une seule projection, on revient à un événement
festif qui sort de l'ordinaire, et c'est exactement finalement ce que disait Mathieu. Et ça oblige, en fait. Et c'est aussi ce que disait, parce que au Festival de Locarno l'année passée, il y a eu une sorte de table ronde d'assises de professionnels du cinéma pour imaginer voilà, quel avenir donner au cinéma, parce que chacun a des difficultés. En même temps, la France est quand même un cas particulier. J'ai regardé les chiffres, parce que la France se plaint de la désertification des salles. Mais en même temps, il y a 2 fois plus de spectateurs aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 90. Alors, il y en a 2 fois moins que dans les années 50. Oui, mais pour le même type de film. Pardon ? Pour le même type de film. Alors, après, je ne sais pas quelle est la proportion exacte, mais l'énorme majorité, c'est les comédies. Oh, mais, oui, et puis beaucoup le cinéma américain. L'énorme majorité. Mais aussi, Non, mais je donne un argument tout simple. À propos du film de Téchiné, par exemple, Catherine Deneuve... Question Téclin. Voilà, Catherine Deneuve a expliqué qu'elle considérait, elle, qui a quand même un regard assez, comment peut-on dire, expérimenté sur le cinéma. Elle dit, le problème de la France, c'est qu'il y a une dinguerie dans la production de films. Il y en a 20 qui sortent pratiquement par semaine. C'est-à-dire que personne n'a le choix, même plus les journalistes, d'aller voir les 20 films de la semaine. Mais ça, c'est dû au financement, etc. Enfin, il y a bah oui, non, mais donc c'est-à-dire que le problème de la salle, à mon avis, si vous voulez, je crois que le problème de la salle est un problème, c'est pour ça que c'est pas mal les états généraux, c'est un problème général du cinéma. On surfinance des films que personne ne va voir et qui se terminent directement à la VOD, voire même pas parfois à la VOD. Mais il faut aussi que le cinéma, et c'est pour ça que je prenais le contre-pied de ce que disait Estelle, et c'est ça vers ce manifestement quoi tendent en tout cas les analyses ou les conclusions aujourd'hui. Il faut que le cinéma redevienne ou redevienne quelque chose de festif. Par exemple, les festivals marchent formidablement bien partout. Locarno à Genève, il y a je ne sais pas combien de festivals du film, Festival international du film, des droits humains, enfin ils sont pleins, tout le monde est plein. Donc le côté festif est là. C'est le côté répétitif. Si le cinéma propose qu'on peut avoir en mieux à la maison sans les emmerdements qu'on a dans une salle, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, si vous faites du cinéma, ce qui tend à devenir aujourd'hui, avec des sièges, avec un service, avec la possibilité, il y a un cinéma de Zurich qui fonctionne comme ça, avec une librairie, avec un bistrot, avec un bar, avec un débat, qui fait de la location. Si vous donnez de nouveau, je pense, la possibilité d'avoir un événement qui sort d'ordinaire, où vous pouvez vous rassembler, ou effectivement la possibilité pour des personnes de programmer dans un cinéma pérenne des films, c'est-à-dire, nous, cette semaine, on va tous voter, et puis on aimerait voir tel film. Ça redevient un événement qui sort de l'ordinaire, et à ce moment-là, l'envie de se réunir... Mais vous avez ça sur la VOD. Oui, mais non, avec l'envie de se réunir, avec l'envie de se réunir et de partager. Moi, je crois qu'il y a quand même un argument massue qu'a donné quand même Mathieu tout à l'heure, c'est le tarif. Le cinéma est extrêmement cher. C'est pour ça qu'il faut que ça reste une expérience. C'est une sortie, ça peut être une sortie entre amis, une sortie en famille, et on va voir un film comme on se déplace pour voir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on la regarde pas chez soi. On a besoin d'aller la voir. Heureusement. Oui, mais on la regarde pas en captation, c'est pas le même plaisir. Et maintenant, la comédie française dans le salon. C'est pas le même plaisir. Et quand je suis allée regarder tout ce qui se faisait en termes d'expérience, c'est vrai qu'il y a même au Havre certaines piscines qui se transforment en salle de cinéma. Donc vous regardez le film en bleu grand bain avec des frites autour de vous et vous êtes 100 à patauger tout en regardant un film. Donc ça, là aussi, on propose une nouvelle expérience. Ça se passe au Havre. Non, mais... Et il y a aussi ces nouvelles salles, les 4D-plex. Vous avez 270 degrés, vous avez des projecteurs un peu partout dans la salle, donc c'est pas uniquement sur l'écran, vous ressentez le vent et là vous vivez le film un peu comme... C'est la 4D-plex, c'est ça, qui fonctionne très bien. Donc c'est vrai qu'on rivalise de bonnes idées, et quand on pense qu'à Brazzaville, ils viennent d'inaugurer la première salle de cinéma, puisqu'elle avait fermé en 91, et ils avaient besoin de recréer une salle de cinéma, donc ça prouve que dans le monde entier, on a besoin de ces salles de cinéma. C'est pas la fin du cinéma. Mais ça, personne ne le souhaite, évidemment. Un mot terminé. Il y a peut-être la notion d'abonnement aussi qu'il faut revoir, parce qu'il y a de plus en plus de cinémas qui offrent ça. Donc, pourquoi pas un abonnement avec lequel on va aller voir plusieurs films. Et je le redis, l'avenir va passer par la curation. Il faut avoir l'impression qu'on va voir des choses qui ont été sélectionnées par des gens et non pas que les algorithmes nous recommandent des trucs à la maison. Laura, coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est une plateforme de financement participatif qui s'appelle D'Artagnan. On a vu lors de l'incendie de Notre-Dame que tout le monde s'était mobilisé pour donner. Eh bien, pour tout ce qui est des autres bâtiments, de la culture française, eh bien, il y a ce site internet. Vous pouvez participer et aider la culture française à être préservée. Et je trouve ça très bien. Mathieu. Une jeune chanteuse québécoise qui fait fureur aux États-Unis. Et ça, c'est à la suite d'une critique dithyrambique de Pitchfork. Et Pitchfork ne donne pas des bonnes notes à la pelletée, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que c'est que Pitchfork? Pitchfork est une plateforme magazine en ligne de musique alternative américaine. C'est la référence. C'est
la référence dans la musique alternative. Et donc, à la suite d'une très bonne critique de Pitchfork, elle a une carrière aux États-Unis qui se développe et une carrière avec des chansons en français. Et donc, elle joue ce côté exotique et les Américains adorent. Elle a fait fureur à South by Southwest où elle était à Austin, au Texas, il y a quelques semaines. Elle s'appelle Mounia, donc M-U-N-Y-A. Son vrai nom, c'est Josiane Boivin. Elle vient du Saguenay. On comprend. Ne démystifie pas tout d'entrée. Mais allez sur Bandcamp. Allez sur Bandcamp. Et suivez-la sur Instagram. C'est magnifique. Allez, Mathieu, il y avait une parole de trop, là. Une exposition au musée Planta Moretus, qui est un musée très fameux à Anvers. Une exposition qui s'appelle Grotesque et qui est une rétrospective autour de cette thématique avec des œuvres de Jérôme Bosch, d'Ansor ou encore de Bruegel. Michel. Un livre cette semaine qui s'intitule Août, là-bas est un mois d'automne. C'est un bouquin de l'auteur Bruno Pellegrino aux excellentes éditions Zoé. Attention, chef-d'œuvre, je pose mes mots, petit chef-d'œuvre. Attention, chef-d'œuvre, vraiment. Il fait l'unanimité de la critique. Enfin, d'abord, c'est magnifique, voilà, je l'ai lu. En plus, il fait l'unanimité de la critique, mais y compris en France. Hein, voilà, c'est vraiment dithyrambique. Il a reçu déjà plusieurs prix littéraires. Il raconte quelques années de la vie du poète et photographe suisse Gustave Roux et sa sœur Madeleine. Alors, vous le connaissez pas ici, mais c'est quelqu'un qui a influencé Philippe Jacotet ou Jacques Chessé, par exemple, Gustave Roux. C'est formidablement bien écrit, ça se savoure, c'est gourmand, c'est un très beau livre. Estelle. Alors moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se lit aussi. C'est vraiment très agréable à lire. On dit souvent que les polars viennent du nord de l'Europe notamment. Eh bien non, là, c'est un polar qui vient de Bergerac. C'est pas si souvent que ça. Ça s'appelle La mariée nue. C'est un roman de Patrick Marty, un polar. Vraiment, vous passerez un excellent moment. C'est très bien mené. Voilà, pour faire court, m'a dit ma bien-aimée productrice. Donc moi, mon coup de cœur, c'est L'homme qui marche de Giacometti. Salut, à la semaine prochaine.